Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre digitale consacrée à la RE 2020. Vous êtes très nombreux, près de 500 à nous suivre à présent. Alors comme promis aujourd'hui, c'est une table d'experts qu'on va vous proposer avec des résultats qui seront très factuels, avec des preuves autour de cette réglementation RE 2020. On est ensemble durant une cinquantaine de minutes et vous allez pouvoir poser toutes les questions. Ça se passera par chat et nos experts, évidemment, vous trouveront les réponses. Les experts, justement, j'en profite pour vous les présenter de suite. D'abord, il y a Thierry Perrin, il est de l'autre côté de la ligne. Thierry Perrin, directeur associé chez Bastide et Bondou. Comment allez-vous, Thierry ? Bien, merci. Vous allez nous Un peu éclairer. seul, mais ça va. Ça va aller, vous n'êtes pas en plateau physiquement, mais vous nous éclairez de vos lanternes, vous représentez le bureau d'études énergétiques et environnementales. Bruno Benny avec nous, bonjour Bruno. Bonjour Lionel. Voilà, vous êtes le vice-président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, vous êtes également président de Topaz Promotion. Gérald Merlin, vous avez plein de choses à nous dire, responsable marketing produit, bonjour. Bonjour Lionel. Voilà, et avec nous Frédéric Didier, directeur général de Wienerberger France, comment allez-vous ? Bonjour Lionel, je vais très bien et bienvenue à tous les auditeurs et tous les internautes connectés ce matin. Voilà, ils sont très nombreux. On va rappeler que Wienerberger est leader mondial de la terre cuite. Vous défendez une stratégie environnementale qui est forte et on va en parler. Pourquoi avez-vous souhaité cette nouvelle table d'experts ? En fait, Wienerberger est engagé vraiment dans beaucoup de choses, un acteur engagé, non seulement dans un habitat très sain, pour le bien-être dans l'habitat, mais également pour la planète. On aime à dire que la Terre demande toute notre attention, c'est extrêmement important pour nous et nous avons une stratégie très forte dans ce domaine-là. Et puis en parallèle, nous avons effectivement début janvier la nouvelle RE 2020, la fameuse RE 2020, la réglementation environnementale, qui va être vraiment un enjeu majeur pour le monde de la construction, pour Wienerberger. Et nous nous devons en fait d'accompagner nos partenaires, nos clients, d'où cette journée encore aujourd'hui, cette table des experts, pour apporter les meilleures solutions techniques, thermiques, mais également économiques. Et on parle actuellement beaucoup, Lionel, du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui est extrêmement sollicité actuellement par les inflations diverses et variées. Et là, c'est vrai que la brique en terre cuite, produit millénaire, produit ancestral, peut jouer vraiment un rôle pour offrir au plus grand nombre un habitat extrêmement sain, abordable au plus grand nombre. Et ça, c'est extrêmement important. Alors aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est vraiment de conjuguer toutes ces problématiques environnementales et vraiment pouvoir mettre en valeur la qualité du bâti, l'accessibilité au plus grand nombre et tout simplement montrer la qualité de la terre cuite à travers cette journée et une réponse forte pour la RE 2020. Alors, on s'était vu il y a 6 mois, d'ailleurs, l'émission. On peut la retrouver sur votre chaîne YouTube, sur la chaîne de Wienerberger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire 6 mois après ? Vous arrivez avec des solutions qui sont prouvées et éprouvées. Wienerberger, comme je le disais, est un acteur extrêmement engagé. Effectivement, on s'est engagé pour la planète, pour une construction qui soit durable et qui soit saine. On veut offrir au plus grand nombre un habitat extrêmement sain pour nos clients, nos partenaires. Alors, c'est vrai que s'engager pour nos clients, nos partenaires, ce n'est pas énoncer des vœux de bonne intention, c'est vraiment donner des preuves et des faits factuels. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'était vu il y a 6 mois pour présenter d'un point de vue plutôt pédagogique la RE 2020 et les enjeux de cette réglementation. Aujourd'hui, on veut vraiment, à travers cette matinée, prouver à travers des calculs et des preuves, et c'est vraiment cela que nous avons souhaité. Depuis 6 mois, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'effectivement, le décret d'application a été publié, les moteurs de calcul ont été également au mois d'août lancés, et on peut aujourd'hui démontrer factuellement la place de la brique dans la construction et à travers la RE 2020. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça va être vraiment l'objet aujourd'hui, et on a voulu ce matin s'entourer d'experts, et j'en profite pour remercier Thierry Perrin, à distance, directeur associé chez Bastide et Bondou, et Bruno Benny, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers, la FPI, et président de Topaz Promotion. Merci beaucoup d'être là. Et votre vision, votre stratégie, votre expertise sont pour nous des atouts extrêmement clés pour pouvoir apporter des réponses concrètes à tous nos partenaires, nos clients, et pour prouver et démontrer, encore une fois, prouver et éprouver la terre cuite à sa place dans la RE 2020. Voilà, vous avez présenté Bruno Benny. Je reste avec vous quelques instants. Bruno Benny, président de Topaz. Un petit mot sur Topaz. Topaz Promotion, une PME que j'ai créée il y a 25 ans maintenant. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs. On travaille en Alsace exclusivement. On fait environ 200 logements par an, Pas mal. Un peu d'aménagement foncier et un peu de non-résidentiel, des immeubles de bureaux. Voilà. Ça fait 25 ans que l'aventure existe. Ça fait 25 ans et elle suit son bonhomme de chemin. Exactement. Comme on parle aujourd'hui de RE 2020, comment vous, on va dire chez Topaz, on verra le président de la FPI après, le vice-président, comment chez Topaz vous appréhendez la RE 2020 ?
Bon, je dirais bien, on a l'habitude dans la promotion immobilière de vivre des évolutions de réglementation, la RT 2005, le BBC, le E+C-, la RT 2012 et maintenant la RE 2020 qui va être opérationnelle le 1er janvier 2022, donc elle a un petit peu de retard, donc on l'appréhende bien. On va s'entourer d'experts, de bureaux d'études pour nous accompagner, pour faire, je dirais, des logements ou des bureaux les plus convaincants, les plus confortables, les plus économiques, à la fois pour l'occupant et puis bien sûr pour la planète. Maintenant, je prends la casquette de la FPI, vous êtes le président. Pour votre profession, c'est quoi les problématiques de la RE 2020 ? Eh bien, on va faire un reset, puisque en fait, tout ce qu'on sait, tous nos réflexes, tous nos réflexes habituels, on va les oublier, puisqu'on repart d'une réglementation qui parlait purement de bâtiments, et là on vient vers une réglementation environnementale qui va prendre en compte la construction de l'immeuble, la vie de l'immeuble et la déconstruction de l'immeuble. Donc en fait, avec nos partenaires, donc les industriels, Wienerberger par exemple, on va devoir calculer, avec l'aide des bureaux d'études, l'impact de la construction d'un bâtiment à partir d'un terrain nu. On ne prend pas en compte la démolition dans la RE 2020, on part d'un terrain nu, que ce soit dans un lotissement ou une ville. On regarde ce que va coûter en termes de carbone la construction de ce bâtiment. On va aussi, et là, pour la brique, c'est un énorme point fort, puisqu'on va parler aussi de la pérennité de l'immeuble, l'entretien de l'immeuble pendant sa durée, 100 ans, 150 ans, 200 ans, pourquoi pas, et puis la déconstruction de l'immeuble, tout ça en termes d'impact carbone pour notre belle planète. Ça tombe bien, vous parliez d'études. On est en direct avec Thierry Perrin, c'est notre expert, directeur associé chez Bastide et Bondou. Vous êtes un bureau d'études énergétiques et environnementales depuis 1981. Vous fêtez donc vos 40 ans cette année. À votre actif, on peut le dire, près de 12 000 maisons individuelles, 4 500 logements collectifs. Et vous êtes, Thierry, vous êtes présent en gros sur tout le territoire français. On est présent sur tout le territoire français. Pour tout ce qui est maisons individuelles, on arrive à gérer à peu près à distance depuis notre siège de Lyon. Et voilà, on a créé 4-5 agences un peu éclatées sur le territoire de manière à traiter des immeubles collectifs et pouvoir être présent aux réunions d'ingénierie dans un rayon acceptable en voiture. Voilà. Donc effectivement, le bureau aujourd'hui, nous, on est à peu près à 80 personnes. On a une quarantaine, enfin 40 ans pile cette année. Et comme Topaz, je dirais qu'on suit notre petit bonhomme de chemin en espérant que ça continue comme ça. C'est l'équipe qui est à côté de vous, là. Si on peut revoir, Gabriel, la petite image. Ça, c'est votre équipe qui vous accompagne. Voilà, ça c'est notre équipe. Donc en haut, on est 3 associés chez Bastide Bondou, dont Jacques Bondou qui est encore avec nous, qui est le fondateur. Sinon, on est 3 associés. En deuxième ligne, vous avez l'équipe commerciale qui est répartie un peu sur tout le territoire et qui s'occupe des clients constructeurs ou promoteurs. Et puis en bas, des responsables d'équipe ou de pôle qui encadrent des techniciens d'études pour réaliser les études au quotidien. Alors justement, Thierry Perrin, vous avez participé à de nombreuses réglementations thermiques. Comment vous intégrez la RE en tant que bureau d'études ? Donc cette RE, on l'aborde, je dirais, avec sérénité maintenant, puisque nous, on avait recruté quand même un certain nombre de collaborateurs en prévision justement de l'afflux de travail qu'on va avoir, puisque nous, le temps de réalisation d'études va être nettement augmenté par rapport à un calcul RT 2012. Donc, on a fait un certain nombre de recrutements en amont de tout ça. Et puis, ces nouveaux techniciens et les anciens d'ailleurs, on les forme sur cette approche carbone qui est quand même quelque chose de nouveau pour nous. Alors l'un des axes principaux, si je puis dire, c'est le B-Bio, c'est donc la performance du bâti qui prend en compte les apports solaires en hiver et leur réduction en été. C'est ce qu'on peut dire sur le B-Bio ? Oui, voilà, le B-Bio, c'est ce qu'on appelle les besoins bioclimatiques. Faire une construction bioclimatique, bon, ça paraît peut-être un peu pompeux d'utiliser ce terme, mais c'est une base, je dirais, qu'utilisaient nos anciens. D'ailleurs, ils faisaient toujours des constructions bioclimatiques puisqu'ils avaient très peu de moyens de chauffage. Donc, ils étaient déjà en avance sur leur temps.
Donc le BBO, effectivement, on l'avait déjà en RT 2012 et il est conforté en RE 2020. Hein. Donc l'axe prioritaire, c'est l'orientation, hein, maximiser les vitrages au sud, minimiser les déperditions et puis avoir une étanchéité à l'air la plus importante possible, hein, de manière à limiter les fuites d'air. Et puis, donc je reviens sur les apports solaires, c'est vrai qu'en orientant des vitrages au sud, on récupère facilement les calories en hiver puisque le soleil est bas sur l'horizon, donc on va récupérer un maximum de calories. Et le soleil étant très haut sur l'horizon l'été, on s'en protège facilement et on diminue comme ça les périodes d'inconfort. C'est aussi une nouvelle façon de travailler en quelque sorte. C'est une nouvelle façon de travailler qui modifie un petit peu par rapport à ce qu'on fait sur la RT 2012. Vous diriez que c'est une évolution ou une révolution en termes de BBO, cette RE 2020 ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de révolution quand même. On va pouvoir continuer à construire avec des matériaux traditionnels et classiques qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, c'est une forte évolution, hein, puisque le BBO il est nettement renforcé par rapport à la RT 2012. Ce qui va conduire à avoir des isolants beaucoup plus épais, des résistances thermiques plus importantes. Et donc, il va falloir améliorer sensiblement la construction. Justement, restons sur cette construction et conception maintenant des maisons individuelles et des logements collectifs. Est-ce que ça impacte des changements ? Qu'est-ce que ça change finalement dans votre métier ? Alors, nous, dans notre métier de tous les jours, comme je l'ai dit, déjà, on a dû forcément anticiper et embaucher un certain nombre de gens pour se préparer à l'afflux d'études. Et puis, surtout, nos techniciens d'études, c'est des thermiciens, donc qui connaissaient bien tout ce qui est isolation et tout ce qui est équipement de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Par contre, c'est des gens qui ne connaissaient pas forcément grand-chose sur le lot maçonnerie, sur le lot couverture, sur le lot menuiserie et le lot carrelage, etc., sur tous les lots de la construction. Donc, nous, en interne au niveau du BE, par contre, ça nous a imposé à faire des formations qu'on a appelées chez nous formations thématiques et qui ont permis aux techniciens de se former. Alors, ils ne sont pas spécialistes, hein, ça reste des généralistes, bien entendu, mais ça leur permet d'avoir des bonnes notions sur les autres lots que ceux qui touchent directement la partie thermique. Alors, on va revenir sur la formation. Un petit mot sur quelque chose qu'on entend souvent dans votre métier, c'est aujourd'hui la récupération des métrés. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Voilà, alors sur cette nouvelle partie carbone, effectivement, il va falloir qu'on récupère tous les métrés de tous les lots de la construction. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, maçonnerie, toiture, charpente, carrelage, etc. Il faut qu'on récupère l'ensemble des métrés d'une construction, que ce soit sur une maison individuelle ou sur un immeuble collectif. Et à partir de ces métrés, à partir de chaque ligne qu'on va retrouver dans tous les DPGF, il va falloir qu'on affecte une fiche environnementale, donc une fiche FDES ou une fiche PEP. Et à la fin, on additionne tout ça et ça nous donne le poids carbone de la construction. On parlait de formation avec la RE. Vous êtes obligé de former vos équipes. Elles doivent apprendre ces nouvelles réglementations ? Oui, effectivement, il faut déjà s'approprier le nouveau décret, le nouvel arrêté, la méthode qui, au passage, fait 1400 pages. Donc, tous les techniciens devront savoir les 1400 pages par cœur. Non, je rigole, mais voilà, il va falloir quand même avoir... on a fait des résumés, mais voilà, il faut quand même ingurgiter tous ces nouveaux textes. Et comme ça a été dit par M. Béni tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des repères qui sont complètement différents de la RT 2012 sur certains aspects. Donc, il faut aussi se l'approprier et puis pouvoir en tirer tous les bénéfices, quoi. Je reviens à vous dans un instant. On va parler de l'étude et des résultats de l'étude thermique. Gérald Merlin, avant d'attaquer donc ces études, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur les évolutions de la RE 2020, sachant qu'on s'est vu, nous, en mai, c'était également en direct. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Bien, depuis le mois de mai, donc le décret est officiellement paru au journal officiel, en date du 31 juillet 2021. Donc en clair, les éditeurs de logiciels ont maintenant toutes les cartes en main pour travailler sur la mise à jour et la mise à disposition de leur logiciel. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rendu donc leur copie au bureau d'études et donc actuellement les bureaux d'études font un certain nombre de simulations pour leurs clients constructeurs et promoteurs de façon à optimiser les futurs projets à l'horizon 2022. Ce qui est acté, c'est qu'au 1er janvier, donc, pour toutes les constructions neuves, donc, que ce soit les maisons individuelles
ou le logement collectif, la RE sera en vigueur pour les nouveaux projets, les nouvelles constructions. Ça, c'est le calendrier qu'on découvre. Ça, c'est le calendrier, tout à fait. Et donc, au 1er juillet 2022, donc, cette RE concernera non seulement les bureaux, mais également donc, les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Et puis, ultérieurement, d'autres bâtiments seront concernés. Ce qu'on peut dire également, c'est que d'ici la fin d'année, un label réglementaire apparaîtra. Hein, donc, c'est inscrit dans le journal officiel. Fin d'année 2021 2022. Ouais. 2022. Donc, ce label apparaîtra. Donc, c'est inscrit au journal officiel. On n'a pas encore exactement la date ni le périmètre, mais il devrait donc entrer en vigueur d'ici là. Et puis, ce qu'on peut également dire, donc, au niveau du rétro-planning, c'est qu'à l'horizon du 1er janvier 2025, 2028 et 2031, les exigences sur la partie carbone donc, se durciront. Et donc, on a une progressivité de ces seuils qu'il faudra atteindre à ces trois dates-là. Voilà, assez rapidement. C'est ce qu'on va voir hein, tout au long de cette rencontre ensemble. Thierry Perrin, je reviens à vous pour que vous nous présentiez les fameux résultats de l'étude thermique de la RE 2020. On va le faire sur la maison individuelle, sur le collectif. Je vous propose qu'on commence sur la maison individuelle. Allez, c'est parti. Donc, effectivement, on a fait 2 simulations pour cette émission. Une simulation sur une maison individuelle, une simulation sur un immeuble collectif. Donc là, on a pris une maison sur 2 niveaux, un R plus comble, environ 110 mètres carrés habitables, avec un taux de vitrage de 20%, une maison sur vide sanitaire. Voilà, on est sur une maison qui est assez jolie, mais qui est au demeurant tout à fait classique dans ce qu'on retrouve dans nos études. Donc, cette maison en termes de descriptif, voilà. Ce qui est important, on ne va pas balayer tout ce qui est écrit sur la diapo, mais voilà, ce qui est important, c'est que forcément, on a cherché à comparer différents types de maçonnerie isolante, bien entendu, avec un R de 1, un R de 1,30 et un R de 1,45. Et on a 2 épaisseurs de doublage en fonction des cas de figure, 100 ou 120 mm. Donc, cette maçonnerie va être associée sur le plancher intermédiaire à des planelles là aussi, on a cherché à varier avec différentes résistances thermiques. Donc, une planelle à R03, une planelle R05, une planelle R de 1. Donc, voilà, c'est les paramètres qu'on a cherché à faire varier dans cette étude. Pour le reste, je vous laisserai lire. On est sur du classique, un R10 en comble, une Paquero double service. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc au niveau des résultats, effectivement, on avait quand même calé le BBio pour être conforme dans tous les cas de figure. Donc, et c'est ça le point le plus important, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le BBio, c'est vraiment l'axe prioritaire et l'axe de travail à privilégier dans cette nouvelle RE. Donc là, on a un BBio qui est à 75 pour 76, donc on est juste, mais on est conforme. Les autres indicateurs passent, que ce soit le CEP, CEP Max ou le DH, on passe sans problème. Vous êtes en train de dire que les 4 indicateurs sont conformes? Les 4 indicateurs sont conformes et donc tout va bien, dont le principal, le fameux BBio. Voilà, et les 4 indicateurs sont bons? Les 4 indicateurs sont bons. Ok, voilà, comme ça on a fait sur la maison individuelle. On passe sur le collectif? Voilà. Vous avez autre chose peut-être avant? Dites-moi. Oui, on va peut-être regarder le comparatif des résultats là où on a fait varier notre fameuse maçonnerie. Très bien. Donc, on a comparé 3 types de briques, une brique R égale 1, une brique R égale 1,20, une brique égale R1,45. On a associé différents types de planelles et on voit que du coup, notre BBio oscille entre 74 et 75,5 pour la partie brique plus doublage. Et on descend à un BBio de 71 avec la brique Climamur 36, qui, elle, a une performance qui est quand même au-delà des standards habituels. Donc, voilà pour ce qui est de la maison individuelle. Voilà, donc là, on coche les cases, on coche toutes les cases. Là, on coche toutes les cases. Au niveau du BBio, on est parti de la solution la moins bonne vers la solution la meilleure. Et sur le logement collectif à présent, Thierry, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le logement collectif, donc on a pris un immeuble classique. Hein, il est quand même relativement compact, cet immeuble. 4 niveaux, 2000 m², 32 appartements. Un taux de vitrage à 16,8. Donc là, on est juste ric-rac au niveau du minimum réglementaire.
Donc voilà, on a un immeuble qui est tout à fait classique. Donc là, en termes de descriptif, on a fait un petit peu le même exercice. Si on peut enchaîner. Voilà. Donc on a fait le même exercice, on a pris des caractéristiques moyennes classiques qu'on retrouve dans nos études. Et là aussi, on a fait un comparatif entre 3 maçonneries, R égale 1, R égale 1,20, R égale 1,45, le tout avec un complexe de doublage de 120 mm d'isolant. Et là aussi, on a comparé 3 types de planels, un planel classique 0,3, planel un petit peu mieux 0,5 et planel vraiment isolante avec un R de 1 pour cet immeuble. Donc là, en termes de résultats, on va dire qu'on est bon également sur les 4 indicateurs. Bien entendu, le B-Bio 75,7 pour 78,5, donc on est conforme. On a 3 points de mou, ce qui est pas mal sans être exagéré non plus. Et après, sur les 2 CEP, on est bon. Et sur le confort d'été, on est bon aussi dans cette configuration. Donc, résultat alors, que ce soit maison individuelle ou immeuble collectif? Résultat, on va avoir tout de suite après là, le comparatif sur les différentes briques. Puisque là aussi, on a cherché à voir avec ces différentes briques comment ça se comportait. Donc, on voit que, entre guillemets, au pire, on a un B-Bio à 76,8 pour 79. Donc, on est ric-rac tout juste, mais on est bon. Et puis après, quand on améliore la résistance thermique de la brique ou quand on améliore la résistance thermique de la planelle, on va aller chercher sur du B-Bio, on va descendre à des B-Bio de l'ordre de 75. Donc, on gagne 2 points, ce qui là nous laisse une marge confortable. Marge confortable. Gérald Merlin, au vu de cette nouvelle RE, vous avez donc des solutions aujourd'hui à proposer. On peut dire que le champ des possibles est plutôt vaste. Oui, tout à fait, Lionel. Donc, chez Wienerberger, donc, on propose pas moins de 14 briques qui permettent d'ores et déjà de répondre à la réglementation environnementale, avec différentes épaisseurs, puisqu'on a des briques qui aussi entre 15 cm d'épaisseur jusqu'à 42 cm pour notre solution Climamur 42, avec des résistances thermiques entre R égale 1 et R égale 5,35 m² Kelvin-Watt, auxquels on peut y associer un certain nombre de planelles. On a plus de 10 modèles de planelles différentes, avec différentes épaisseurs, différentes hauteurs qui permettent de répondre aux problématiques sismiques, et puis surtout à l'amélioration du B-Bio, notamment avec des résistances thermiques de planelles qui oscillent entre 0,3 et jusqu'à 2,60, donc une planelle hyper performante, la plus performante du marché, qui peut être associée à notre solution Climamur. À cela, on a également tout un panel de coffres de volets roulants, de coffres BSO et d'accessoires donc, qui permettent également d'optimiser les projets. Et toutes ces solutions donc, sont des solutions qui permettent de créer de maçonner des maçonneries isolantes de type A, donc qui nous semble être la réponse la plus pertinente au regard de la RE 2020, de façon à pouvoir améliorer la performance globale du bâti. Alors, comme l'a souligné M. Perrin, le gros du marché, c'est la maçonnerie de 20 cm. Nous avons dans notre gamme une solution donc, qui est la brique GFR20 avec un R de 1 et donc en association avec un doublage de 120 sans aucune difficulté, la solution permet de répondre à la plupart des configurations. Quand ce n'est pas le cas, on a la possibilité dans notre offre donc, de monter en gamme en résistance thermique au niveau de la brique, notamment avec la home brick en maison individuelle ou la GFR20 TH+, avec un R de 1,45 qui est la solution la plus performante chez Wienerberger en brique de 20, ou alors en collectif de proposer donc la solution City Brick avec un R de 1,20 et donc avec une association avec des doublages de 120 mm, on arrive réellement à répondre à la performance B-Bio demandée. Et puis quand c'est malheureusement pas suffisant, on peut également monter sur du Climamur. Et là, clairement, les résultats l'ont démontré, on répond pleinement à l'aspect B-Bio. Donc, tout un champ des possibles avec de nombreuses possibilités en termes de briques et de planelles et d'accessoires. Voilà, les bureaux d'études le validaient, le B-Bio est bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la performance avec les solutions Wienerberger ? On est surtout dans la juste performance. Alors chez Wienerberger, on essaye surtout de coller au marché, aux attentes de nos clients, les constructeurs, les promoteurs, et de proposer des solutions économiques. On ne veut pas être dans la surenchère des matériaux ni dans le surdimensionnement des équipements. On veut proposer le bon produit au bon endroit pour le bon projet.
Donc en clair, on a ce champ des possibles qui permet de jouer sur des variations et d'aller chercher des points de B-bio supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, donc la brique de base qui est notre GFR20, avec un léger surcoût de l'ordre de 5% du mètre carré. Alors ça peut paraître énorme, mais à l'échelle, on va dire, de la brique, ça représente moins de 1 euro du mètre carré. La différence entre ces deux solutions, on peut aller jusqu'à 1,8 points de B-bio selon les configurations. Donc le simple fait d'améliorer la performance de la brique de 30% permet justement d'aller chercher la performance énergétique demandée. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, en synthèse? En synthèse, on pourrait dire qu'on est prêt, clairement, chez Wienerberger, avec nos solutions à répondre à la RE 2020 sur l'aspect B-bio, sans aucune difficulté. Thierry Perrin, juste pour clore ce plateau, une petite conclusion sur la présentation des résultats qu'on vient de donner, y compris ce que disait à l'instant Gérald. Oui, effectivement, nous, on a toujours milité pour un bâti de qualité, puisqu'on sait que c'est quand même durable dans le temps, par rapport à tous des équipements qui, des fois, ont une durée de vie assez limitée. Et quand on parle d'un bâti de qualité, effectivement, nous, on a toujours milité pour avoir une maçonnerie isolante, et effectivement, pas dans la surenchère forcément, mais autour d'un R2.1, ça nous a toujours paru un bon compromis. Et ça l'est d'autant plus avec cette RE 2020. Donc la solution répond, est pile poil dans les clous. Bruno Benny, un petit mot sur la pertinence de la brique. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution technico-économique? Oui, la brique, c'est vieux comme le monde, si je puis dire, parce qu'on n'a pas inventé ça au XXe siècle. Donc la brique, on l'utilise un peu partout aux quatre coins de la France, si je puis dire. C'est une solution éprouvée, qu'on aime bien, et qui est un bon fit commercial pour nos clients. Économiquement intéressante. Oui. Et techniquement efficiente. Éprouvée. Éprouvée. Et bien justement, on va prendre maintenant les questions. Ça se passe par chat. Allez, une première question qui est arrivée par chat. On a vu, et que je vais vous la poser à vous Thierry, tiens, notre expert. On a vu que la RE 2020 s'appliquera aux bâtiments d'habitation à côté du 1er janvier 2022. Qu'en est-il des autres bâtiments ? Les autres bâtiments, alors ça a été un peu souligné par Gérald tout à l'heure, les autres bâtiments, il y aura un premier point au 1er juillet 2022 qui va concerner les bureaux et les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Et ensuite, donc ça va être en milieu d'année. Et puis en fin d'année, ou enfin en début d'année 2023, au 1er janvier 2023, on aura probablement les autres types de bâtiments tertiaires et également les extensions de bâtiments d'une manière générale et aussi les extensions de maisons individuelles, puisque c'est quand même quelque chose qui se pratique tous les jours, des extensions de maisons. Voilà, autre question qui vient d'arriver. Je vais vous la donner, Gérald Merlin. Comment la terre cuite contribue-t-elle au confort d'été ? Comme l'a souligné M. Benny juste à l'instant, la terre cuite est un produit millénaire, reconnu pour ses capacités thermiques aussi bien en hiver qu'en été, notamment dans les zones chaudes. On construit en terre cuite. C'est un produit à inertie lourde, avec une masse surfacique importante. Et clairement, la terre cuite permet donc de limiter, on va dire, les pics de température à l'intérieur du bâti. Et donc, c'est clairement une réponse à la notion d'inconfort estival. Autre question qui vous revient de nouveau, Thierry, vous parlez de récupérer les maîtres. Qui va les fournir ? La maîtrise d'ouvrage, l'architecte, et seront-ils toujours complets ? Alors, seront-ils toujours complets ? Je commence par la fin. On l'espère, on l'espère. C'est notre vœu le plus cher. Donc, en fait, ils seront au plus complet qu'on puisse. Et après, ce qui manquera, on sera peut-être à même de soit nous sous-traiter une partie à des économistes de la construction, soit peut-être en calculer nous-mêmes. On va voir un peu comment ça se passe. Mais bon, globalement, on va dire que je pense qu'ils seront d'une manière générale assez complets. Donc, récupérer des maîtres, effectivement, qui va les fournir ?
là, je dirais qu'on a deux cas de figure qui sont bien distincts. On a le cas du constructeur de maisons individuelles qui fait lui-même ses métrés et qui, lui, depuis la plupart d'entre eux, travaillent avec des logiciels et des bibliothèques internes, donc vont pouvoir nous faire des exports sous forme de fichiers Excel dans la plupart des cas de figure. Donc des exports de leur logiciel dans un fichier Excel et nous faire passer ce fichier Excel. Donc, voilà, dans le cas du CCMI, c'est le constructeur qui va nous faire passer les éléments. Et dans le cas de la promotion, là, c'est un peu différent. Souvent, on va trouver justement un économiste de la construction qui réalise les métrés. Et du coup, on va récupérer les métrés auprès de l'économiste directement. Je reviens à vous dans un... Oui. Oui. Non, le cas du client particulier, de l'architecte ou du diffus, effectivement, ça sera un peu plus rock'n'roll et on fera ça au cas par cas. Ouais. Je suis à vous dans 2 petites minutes de nouveau, Thierry, puisque je vous propose de passer à cette seconde partie de notre étude qui concerne maintenant l'impact carbone, autrement dit lisser l'évaluation de la quantité de carbone pour la construction d'un bâtiment. Je m'adresse au promoteur d'abord, Bruno Benny, sur l'aspect carbone. Comment vous abordez cette problématique et son évolution dans le temps ? Donc le carbone, c'est d'actualité. C'est ça. De plus en plus. C'est pas très vieux, mais c'est de plus en plus d'actualité. En fait, on regarde le carbone non pas seulement à l'instant T, mais pendant la construction. Tous les éléments constructifs, c'est-à-dire l'impact carbone d'une brique, d'une tuile, d'un lavabo, etc. La vie du bâtiment. Donc, quel est l'entretien qu'il y aura à faire dans un bâtiment ? Alors, c'est sûr que quand on a une peinture qu'on refait tous les 10 ans et une brique qu'on refait jamais, forcément, il y a un impact carbone qui est complètement différent. Et puis la déconstruction de l'immeuble qui, lui, doit se faire et calculer, à l'instar des voitures maintenant, parce que quand un constructeur automobile prévoit la construction d'une voiture, il la déconstruit déjà à l'avance pour dans 20 ans, 30 ans. Voilà, changement de modèle aujourd'hui. Tout à fait. On sort de la COP26 en plus. C'est complètement d'actualité. Thierry Perrin, je reviens à vous, toujours sur la partie carbone maintenant, sur l'étude, comment se positionne la brique en 2022, si je puis dire. Et j'aimerais qu'on commence, comme on a fait tout à l'heure, si vous voulez bien, par la maison individuelle. OK. Et du coup, on va reprendre notre maison qu'on a montré tout à l'heure sur la partie énergétique. Donc voilà, sur la partie carbone, toujours en reprenant le descriptif qu'on a vu tout à l'heure, les deux indicateurs carbone qu'on doit vérifier dans le cadre de la RE 2020, donc le IC énergie qui, lui, est lié dans ce cas de figure à la pompe à chaleur est conforme, 60 pour 171, et le IC construction dont on vient de parler, M. Benny en a parlé, Gérald en a parlé aussi tout à l'heure, voilà, c'est la partie impact carbone sur la construction. Et sur cette maison, on voit qu'on est à 630 pour 654. Donc, on est conforme. On a une marge qui est correcte sans être hyper confortable. Après, on a un certain nombre de fiches quand même aujourd'hui par défaut, où là, il va y avoir des améliorations dans les années qui viennent. Mais voilà, on a un résultat qui est conforme. Peut-être qu'on peut voir tout de suite après la répartition des différents lots. Voilà, donc là, on voit un éclaté et on voit effectivement que ça touche vraiment tous les lots de la construction. On a les fameux 13 lots, partant des VRD, fondations, infrastructures, maçonnerie, jusqu'aux équipements de production photovoltaïque. On a également tout en bas en pointillé l'impact chantier, ça a été dit tout à l'heure aussi. On a cette notion de chantier qui rentre en ligne de compte dans le calcul. Donc voilà, 630 pour 654, on est bon. Et puis ensuite, dernière courbe, effectivement, sur la maison individuelle. Gérald a parlé tout à l'heure de jalons qui sont déjà posés pour 2025, 2028, 2031, avec un renforcement de l'exigence IC construction. Donc là, en pointillé noir, on voit le résultat de notre maison tel qu'on a pu la calculer aujourd'hui avec nos 630. Et en rouge, on voit les évolutions pour les années qui viennent. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la maison est conforme là tout de suite pour 2022-2025. Et on voit par contre qu'à partir de 2025, tel qu'on est aujourd'hui, elle ne serait plus conforme. Comment on se projette dans ces cas-là dans l'avenir ? Comment on fait ? Voilà, donc là, comment se projeter ? Il y a plusieurs axes d'évolution.
Il y a un axe qui est lié aux industriels qui vont fabriquer leurs produits de manière un peu plus vertueuse, un peu moins carbonée, en utilisant eux-mêmes des énergies renouvelables qui seront du coup intégrées dans les fiches FDES et qui viendront, entre guillemets, décarboner la maison. Donc ça, c'est vraiment la partie amélioration de l'industriel en lui-même. Et deuxième axe aussi, c'est que là, dans cette étude-là, on a beaucoup de fiches par défaut, puisqu'il nous manque encore beaucoup de fiches, notamment sur les lots de finition, que ce soit les carrelages, les parquets, les choses comme ça. Et là, ça vient automatiquement augmenter sensiblement le IC construction. Donc voilà, c'est un peu les deux axes qui se présagent pour être conformes dans les jalons futurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le logement collectif ? Le logement collectif, on va reprendre notre immeuble de tout à l'heure, toujours notre immeuble de 30 logements. On va dire qu'on a sensiblement un peu les mêmes résultats qu'en maison individuelle, à savoir que là, j'ai mon IC énergie, donc qui lui, je rappelle, concerne la consommation d'énergie pendant les 50 ans de période de référence de l'étude. 504 pour 582, donc là, je suis conforme. Et sur mon IC construction, 615 pour 730. Donc là, j'ai un immeuble qui est vraiment, qui est quand même très performant. Hein, il est très performant. Deux raisons à cela. Il est assez compact. Hein, on n'a pas trop de fioritures, donc du coup, on ne vient pas rajouter du carbone par des agréments, on va dire comme ça. Et puis, je n'ai pas un sous-sol complet sur l'ensemble de l'immeuble. Donc forcément, j'améliore un peu le lot infrastructure. Donc là, au niveau de l'éclaté sur les différents lots, comme on l'a vu tout à l'heure pour la maison individuelle, hein, on voit par contre qu'on a beaucoup plus de marge dans ce cas précis. On voit que l'impact chantier est plus important en immeuble qu'en maison individuelle. On a une valeur qui est plus importante. Ça, dans toutes les simulations qu'on retrouve, on a à peu près les mêmes résultats. Et du coup, là, si on regarde dans l'évolution sur les années à venir, on voit que cet immeuble-là, dans cet exercice tel qu'on l'a fait actuellement, il serait conforme, y compris sur la deuxième période 2025-2028, hein, 623 pour 644. Donc là, on a quelque chose qui est très performant sur cet immeuble-là. Et la brique fait sans doute partie du résultat global. Donc, bilan très positif sur l'aspect carbone. Bilan très positif sur l'aspect carbone dans ces deux résultats qu'on a pu voir à l'instant. Merci Thierry. Alors Gérald Merlin, ce qui fonctionne aujourd'hui fonctionnera différemment demain, on peut forcément l'imaginer. Vous travaillez, vous, beaucoup à améliorer l'indice carbone ? Oui, c'est au cœur de notre stratégie. Hein. Donc on développe et on continue de développer des solutions avec un impact carbone beaucoup plus faible. On l'avait vu lors de notre table des experts au mois de mai. Hein, donc, on vous avait présenté Naturbrick et EcoBrick. Ce sont des solutions éco-conçues. Donc, on travaille sur la matière, sur la réduction de la matière, la bonne quantité de matière au bon endroit pour avoir la juste performance nécessaire à cette RE 2020. Et grâce à ce travail d'éco-conception et cette optimisation du produit, mais également du packaging, de la zone de chalandise, de distribution, du transport, etc., ça nous permet donc de réduire l'impact carbone de nos solutions. Et donc sur Naturbrick, on a un gain de l'ordre de 20% par rapport à des solutions traditionnelles. C'est qu'un début, hein, on continue à fournir et à travailler des solutions qui vont dans ce sens. Et puis, bien évidemment, de pouvoir les justifier grâce à des FDES. Je le répète, à date, 75% de nos produits sont couverts par une FDES. Donc, on peut clairement répondre à la RE sur la partie carbone chez Wienerberger. Voilà, je vous invite à poser des questions par chat. Vous avez nos experts. N'hésitez pas. Bruno Benny sur la performance carbone, on y revient. En tant que promoteur, qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires industriels ? Eh bien, on attend que nos partenaires industriels et nos bureaux d'études, ce que j'appelle des experts, nous aident, puisque c'est d'actualité, puisque 2022, 1er janvier, c'est demain. C'est ça. L'année 2021 étant quasiment terminée. On travaille actuellement sur des dossiers qui vont être dans des permis de construire sur la RE 2020. On va apprendre ensemble, parce que personne ne sait vraiment. Donc on va apprendre ensemble. Les experts vont nous aider. Ce qu'on peut dire, c'est que 2025 a l'air d'être un pivot
puisque à la fois la RE 2020 va se durcir, et puis on a aussi les zéro artificialisation nette qui vont se mettre en place. Et c'est dans 3 ans. Et 3 ans dans notre métier, c'est court, puisque c'est même pas un cycle de construction immobilière. On met un peu plus de 3 ans, mais quasiment 5 ans pour une opération immobilière. Donc de durcir la RE 2020 en 2025, ça nous paraît peut-être un peu court, mais peut-être que le législateur lui fait confiance pour modifier encore les termes d'ici là. Voilà, l'échéance très courte. Vous avez raison de le souligner. Et pour vous, Frédéric, je rappelle que vous êtes le directeur général de Wienerberger. Comment est-ce que vous intégrez cet aspect carbone dans votre industrie ? Alors, je ne sais pas si on veut l'intégrer, ou plutôt la désintégrer, en fait, et la réduire au strict minimum. On souhaite réduire au maximum, bien sûr, l'impact carbone et la partie, naturellement, CO2. Et comme je vous le disais, on est extrêmement engagé dans une démarche environnementale très forte qui s'articule sur 3 piliers. La préservation de la biodiversité, l'économie circulaire, on l'a vu à travers la Nature Brique tout à l'heure avec Gérald, et la décarbonation. La décarbonation, c'est un programme qui est extrêmement vaste, qui passe par des investissements qui sont lourds dans l'industrie, qui sont nécessaires pour tendre vers les seuils qu'on a vus, 2025 en particulier, on l'évoquait juste à l'instant. Et pour cela, on travaille sur 2 axes majeurs, le process de production et les produits. D'un point de vue process, on travaille sur beaucoup de choses et on a la chance d'appartenir à un groupe international qui a déployé une stratégie et je dirais un plan d'investissement majeur sur les années à venir pour 2 objectifs clairs, moins 15% en 2023, donc moins 15% de CO2 dans notre entreprise à échéance 2023, donc c'est vraiment demain, et bien sûr tendre vers la neutralité carbone en 2050. Donc pour ce faire, on travaille sur toute une série de sujets qui sont déjà bien avancés. Si je prends l'exemple de la récupération des chaleurs fatales dans les fours pour sécher nos produits, par exemple, l'usage du biomasse depuis de nombreuses années. On utilise de la biomasse pour pouvoir réduire aussi notre impact d'apport énergétique dans nos produits. Et puis, on souhaite travailler, je dirais, à moyen et long terme sur des technologies plus de rupture. Alors, à moyen terme, sur des gaz de synthèse, par exemple, et à plus long terme, l'usage de l'hydrogène, par exemple, qui sont des réflexions qui sont en cours au sein de l'entreprise. Et puis, bien sûr, l'usage d'électricité dite verte et peut-être aussi du gaz vert à travers l'usage de biogaz au maximum dans le futur. Autre exemple, on travaille également avec l'ADEME sur un programme qui s'appelle FRED 21 afin de réduire l'impact CO2 du transport. C'est extrêmement important. Donc toute la chaîne est prise en compte. Donc ça, c'est extrêmement important d'un point de vue process et transport. D'un point de vue produit, on l'a vu avec Gérald il y a quelques instants, la Nature Brique, qui est en expérimentation sur de Durtal à proximité du Mans, une brique, moins 20% de CO2, livrée localement. Donc là, on a aussi l'usage de l'idée de l'économie circulaire. Et donc là, c'est en test sur l'Ouest. Autre exemple, l'écobrique. L'écobrique qui est une brique de façade qui garde tous ses aspects techniques, qui garde tout l'aspect esthétique d'une brique traditionnelle. 3,5 cm de moins en épaisseur. Donc 3,5 cm, c'est moins de CO2 au transport, c'est moins de CO2 à la production. Et donc c'est autant de surface disponible à foncier équivalent et une performance plus importante d'un point de vue isolant. Donc on gagne de l'isolation à surface identique. Vous êtes sur tous les fronts, en fait, pour baisser l'empreinte carbone. De la chaleur fatale à la réduction. Les 3 piliers sont clés. Donc je pense qu'il faut travailler les 3 en parallèle. Et on voit que très clairement, on se doit d'avancer. Et les moins 15% en 2023 sont extrêmement importants pour tendre vers le seuil atteint de la RE, donc 2025. Allez, ce que je vous propose, c'est de reprendre des questions par chat. Allez, une première question. Les seuils IC Construction, donc carbone, sont moins élevés en maison individuelle qu'en bâtiment collectif. Pour quelles raisons ? Je peux vous la poser à notre expert Thierry Perrin. Les seuils de construction, donc moins élevés en maison individuelle qu'en bâtiment collectif. Oui, alors effectivement, ça c'est un paramètre qui avait été simulé et soulevé dans les groupes de travail et de réflexion au niveau de la mise en place, les fameux groupes GT modélisateurs auxquels on a pu participer. Et en fait, le seuil est plus élevé en immeuble collectif car les techniques pour atteindre les niveaux qu'on peut atteindre en maison individuelle ne sont pas encore disponibles et c'est beaucoup plus compliqué en tous les cas à mettre en œuvre dans un immeuble que dans une maison. Donc le législateur a préféré laisser une exigence un petit peu plus light entre guillemets sur les immeubles collectifs.
Autre question, Bruno Béni, tiens, je vais vous la poser en tant que vice-président de la Fédération des promoteurs. Est-ce que le bas carbone est synonyme de bâtiment épuré et standardisé? Quelle est la place pour l'architecture? Alors, c'est une bonne question. C'est une excellente question. On s'aperçoit que plus on veut être efficient, plus il faut être simple en architecture. On a un service technique au sein de la Fédération des promoteurs immobiliers à Paris. On a fait toutes sortes de calculs, toutes sortes de simulations, et c'est vrai que plus on fait simple, plus c'est facile d'être bon thermiquement et pour l'environnement. Autre question, je vais vous la poser, Frédéric. Quelle technologie Wienerberger privilégie-t-elle pour décarboner sa production? Vous nous avez déjà quasiment répondu. Vraiment deux axes importants, Ouais. Lionel. La partie process, qui est vraiment une partie importante où on investit beaucoup de moyens pour réduire les énergies primaires, donc l'usage de gaz de synthèse par exemple, les chaudières de biomasse par exemple, mais également sur la partie produit, on l'a vu avec Naturbrick, EcoBrick, et encore beaucoup d'autres solutions qu'on aura l'occasion de présenter durant d'autres tables des experts. Mais vraiment, c'est clair, l'objectif numéro 1, c'est tout ça cumulé, moins 15% en 2023, et la neutralité carbone en 2050. Une question pour vous, Gérald. Est-ce que l'ITE n'est pas mieux en CO2 que l'ITI? Vous comprenez la question? Est-ce que l'ITE n'est pas mieux en CO2 que l'ITI? Oui. Alors là, je me tournerai plutôt vers un expert, Monsieur Perrin. Ouais. J'ai pas la réponse. Je pense que là, il y a des simulations à faire. Ce qui est intéressant, si vous ne l'avez pas, on va voir si Thierry l'a, mais sachez que toutes les questions qui ont été posées, vous êtes très nombreux, vous êtes près de 500 là en direct, beaucoup de questions sur le chat. Il y aura une réponse après, je vous redonnerai des éléments et ça sera évidemment sur le site de Wienerberger. Peut-être réponse de Thierry à cette question. Oui, alors une réponse, l'ITE n'est pas mieux en CO2 que l'ITI? Non, pas forcément. Tout dépend le matériau qu'on va utiliser. Et donc, est-ce que c'est du polystyrène? Est-ce que c'est de la laine minérale? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une laine de bois? Voilà. Donc, ça va dépendre du matériau qu'on utilise. Et puis, ça va dépendre aussi de la fiche FDES qu'on va pouvoir associer à ce produit. Est-ce que c'est une fiche ou est-ce que c'est un matériau, en tous les cas, qui est pertinent en termes de CO2? Voilà. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour moi, ça ne change rien. C'est vraiment la typologie du matériau qui va faire le niveau de performance. Et il y en a une qui vient de tomber, mais ça n'arrête pas. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Lors de quelle phase du projet est-il plus pertinent de réaliser le calcul carbone? Donc lors de quelle phase du projet, PC, APS, APD ou Pro, est-il plus pertinent de réaliser le calcul carbone? C'est pour moi, j'imagine. Toutes les bonnes questions, c'est pour vous, Thierry, je vous le dis. Donc, effectivement, alors là aussi, on va distinguer, chez nous, on va distinguer deux approches, une approche constructeur de maison individuelle et une approche promoteur. Donc, sur l'approche constructeur de maison individuelle, je dirais qu'avec le volume d'études qu'on fait par an, vous l'avez rappelé en début d'intervention, nous on fait à peu près 12 000 études de maison par an. Donc, du coup, on va faire de l'auto-apprentissage. Et en fait, on va sans doute permettre à nos clients constructeurs de leur donner une approche de résultat carbone dès le dépôt du permis de construire. C'est-à-dire que quand ils vont nous faire la commande d'études thermiques pour le BBio avant le dépôt de PC, on va pouvoir sans doute, enfin c'est sûr, mais pas tout de suite dans les premiers mois, mais on va dire au bout de 6 mois, on va pouvoir leur donner une approche de résultat carbone de leur maison à 10, 20, 30 kilos de CO2 près par mètre carré. On leur dira, voilà, et on estime qu'on est dans telle fourchette de IC construction. Et ensuite, en phase, alors en maison, en CCMI, on n'appelle pas ça pro, mais en phase après PC, on va l'appeler plutôt, en phase après PC, après obtention de PC, là, on fera le calcul précis avec les fameux métrés qu'on pourra récupérer de leur base de données. Voilà. Et ça, voilà, pour la partie CCMI. En promotion immobilière, c'est un petit peu différent. Donc là, toute la partie APS, APD, PC, où l'économiste n'a encore pas réalisé de métré précis, là, on aura beaucoup de mal à donner une approche carbone. Et la difficulté, c'est qu'on le sait, chaque immeuble est un prototype. Contrairement à la maison individuelle où on a une certaine répétitivité et puis on reste sur des concepts, sauf quand on a de la maison très haut de gamme, mais sinon, sur de la maison classique, on peut arriver à trouver une forme de répétitivité, ce qui n'est pas du tout le cas en logement collectif.
Donc là, approche carbone en phase PC, ça va être très difficile dans un premier temps. Alors, on verra si on arrive à trouver des solutions qui nous permettent d'avoir cette approche dans un deuxième temps. Et donc, ça veut dire qu'en immeuble collectif, l'étude carbone précise, elle va se faire effectivement en phase DCE. Dans tous les cas, je rappelle que l'étude carbone doit être faite avant l'ouverture du chantier. Donc, on va pouvoir la faire en phase DCE une fois que l'économiste aura travaillé et qui sera capable de nous fournir l'ensemble des méthodes. Voilà, merci pour ça. Je crois qu'il y a une nouvelle question qui arrive. Je ne sais pas si on peut l'afficher directement en régie, qui concerne le coût. À combien estimez-vous le coût supplémentaire au mètre carré pour une maison d'habitation pour la RE 2020 ? C'est Patrick qui la pose, qui veut y répondre. Peut-être Bruno, peut-être Thierry. Le coût, Bruno, allez, on va prendre un promoteur tant qu'à faire. Vous êtes avec nous, ça sera la dernière question et toutes les autres, eh bien, il y aura les réponses qui seront sur le site Wiener Berger. Alors, coût supplémentaire au mètre carré pour une maison d'habitation avec la nouvelle RE 2020. Alors, les promoteurs immobiliers font peu de maisons, ils font plutôt des immeubles collectifs. Et en immeuble collectif, on estime entre 8 et 10% le surcoût. Sur le collectif. Sur le collectif, aujourd'hui, en fonction des données que nous avons. C'est d'ailleurs, il faut que ça interpelle ces chiffres parce que c'est bien beau de construire des produits efficients, parfaits thermiquement, encore faut-il que les gens puissent se le payer. Voilà, et 8%, c'est un budget. C'est pas rien. Sur la maison, on a une estimation, une fourchette sur la maison individuelle, ce qui serait à peu près de cet ordre-là, voire... Je pense que ça sera certainement comparable au collectif. On est autour de 8 à 10%. 8 à 10%, ce qui est énorme. Hein, quand on sait que les gens empruntent sur 25 ans, 8 à 10% du coût de construction, ça désolvabilise certains clients plus que ce que l'on ne pense. D'accord, c'était bien de le préciser. Merci pour ces explications. Frédéric Didier, on va dire que c'est le moment de conclure. Il y aura beaucoup de questions, vous aurez beaucoup de travail une fois que vous serez rentré dans vos bureaux. On a vu en tout cas le travail qui a été réalisé ces derniers mois par vos équipes sur l'innovation, notamment chez Wiener Berger. Les solutions présentées lors de cette table d'experts sont prouvées et approuvées, on le voit bien. Qu'est-ce que vous retenez de cette table des experts ? Moi, si je devais retenir deux choses, Lionel, c'est une table des experts qui donne des preuves et un niveau d'expertise important. Et j'aurais presque un troisième mot, c'est le mot responsabilité industrielle pour pouvoir faire face à l'avenir. Donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'avoir des retours d'experts très importants. Merci Monsieur Benny, merci Monsieur Perrin pour vos retours parce que je pense que vos analyses nous permettent d'avoir un regard tout particulier sur la RE 2020 et c'est extrêmement important pour démontrer que la terre cuite, en général, et la brique en particulier, c'est une manière intéressante et extrêmement performante pour répondre à la RE 2020, d'un point de vue technique, d'un point de vue thermique, et d'un point de vue aussi économique, et on l'abordait juste à l'instant, c'est extrêmement important de pouvoir construire de nombreux logements nécessaires en France dans les années à venir, et véritablement la brique répond à cela. Et donc ça, c'est important de le souligner, et répond à la RE 2020 au moins pour le seuil 2022, le seuil 2025, le seuil 2028 pour le collectif, on le voit qu'on l'atteint, et on a vu aussi en parallèle que nous travaillons sur l'amélioration du process et des produits, pour les moins 15% en 2023, pour une réduction continue jusqu'en 2050. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir ce cheminement-là. Donc oui, preuve, expertise, responsabilité sont les trois mots qui me viennent à l'esprit. J'ai bien compris aussi qu'on avait aussi à travailler beaucoup ensemble avec la promotion, avec les bureaux d'études, pour continuer à pouvoir porter de la meilleure façon l'avenir du bâti, pour bâtir ensemble. Et donc on a des enjeux qui sont collectifs. Et la terre cuite et la brique en particulier y répondent. Et donc vraiment, voilà, les trois mots qui me reviennent à l'esprit, c'est cela. Et j'ai envie de dire aussi en termes de conclusion, merci Lionel, parce que vous avez su encore animer cette deuxième table des experts. Merci beaucoup. Vous êtes quasiment un salarié de l'entreprise Wiener Berger maintenant, donc vous êtes chez vous. Merci beaucoup. On aura l'occasion, je l'espère, en 2022, à se retrouver sur d'autres tables des experts, sur d'autres thématiques. On a parlé de briques, qui était l'enjeu important pour la RE 2020, mais on aura l'occasion en 2022 d'évoquer d'autres thématiques, en particulier le domaine de la couverture, qui est un domaine aussi important pour Wiener Berger. Mais je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion de se retrouver en 2022 pour cela. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'est moi. Merci beaucoup Frédéric Didier. Merci Thierry Perrin pour vos lumières sur le carbone, sur l'efficience thermique et écologique. Merci beaucoup Bruno Benny. Merci à vous Gérald Merlin. Merci en tout cas à vous qui avez suivi très nombreux. Toutes les questions, chat, vous aurez de toute façon une réponse. Vous irez sur le site Wiener Berger. Vous pourrez également retrouver cette émission. Ça se passe en replay sur la chaîne YouTube Wiener Berger France. À partir de demain, on l'a dit, on se retrouve en avril 2022. Bonne route à vous, salut!